Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture-T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos territoires, à vos villes à travers ces artistes qui sont et qui habitent près de chez vous. Cette semaine, on va dédier une émission entière à la Corse, de Bastia, Ajaccio, en passant par l'île Rousse. Vous allez découvrir un panel d'artistes le plus hétéroclite possible. Tout de suite, le menu, le sommaire de votre émission. Le premier incontournable de ce Culture-T en Corse, c'est Pido. L'humoriste est aujourd'hui acteur dans la série Mafiosa sur Canal+. Il nous a reçus chez lui, à Bastia, sur le Vieux-Port. Pierre Farel est le deuxième incontournable de ce Culture-T. Le peintre aujourd'hui mondialement connu et apprécié nous a reçus à Ajaccio. Il nous parle évidemment de sa peinture et de son lien avec la Corse. Plein d'autres surprises dans ce Culture-T ici en Corse, mais sans plus attendre votre édito. Il est signé tout en musique, tout en charme, avec la soprano Battista Acquaviva. Ça s'est développé, c'est allé en grandissant, mais c'est surtout les autres qui vous montrent leur attachement, le fait qu'ils vous disent qu'ils n'ont jamais entendu ça et qui vous donnent l'envie d'être particulier. Et cette voix particulière, évidemment, elle va vraiment avec le placement de voix corse et avec, comment dire, on ne devient pas corse si vous voulez, on grandit et on vit en tant que Corse. Moi, j'ai la sensation vraiment que ça va effectivement avec les montagnes de Corse, avec cet aspect, ces rochers. Vous voyez, ça va avec ce que nous avons de plus dur en nous, c'est-à-dire de quel bois on est fait, on a des os, on rentre en vibration. Ça va avec ce qu'on a de plus, presque de plus animal et en même temps de plus sensible. C'est-à-dire c'est une sorte, pas de cri, mais une expression presque inaltérable et on chantera toujours comme ça. Et en même temps, les voix ne sont jamais les mêmes. Elles se ressemblent en Corse, mais elles ne sont jamais les mêmes. C'est vrai que tous les grands qui ont fait, je dirais, le riacuisto et la révolution culturelle et qui étaient, il y a peut-être 30 ans, pour la violence, tous ces grands-là, aujourd'hui, sont pour la non-violence. Mais il y a quand même une certaine violence dans notre lutte, c'est-à-dire que quand nous chantons, un chanteur n'est pas forcément un poète qui se lève le matin, qui se couche le soir sans trop savoir ce qu'il fait. Un chanteur, il a vraiment dans la tête, non pas de saper tous les peuples du monde avec sa culture, mais d'aller vers les autres en portant sa voix et la voix de son pays. Vous parlez d'une fierté, c'est vrai, hein, on le reconnaît aussi parce que effectivement ça fait partie de nous, puis c'est pour ça qu'on aime notre pays. Mais c'est pas seulement par devoir, c'est par plaisir et puis c'est pour se sentir vivre aussi parce que quand on le fait, on se sent vraiment vivre. Quand je chante Corse en Autriche, je sens qu'il
Il n'y a qu'en étant très très particulier que nous pouvons très bien nous comprendre universellement. Et là, je n'ai pas besoin de parler. Et parfois, je traduis les paroles des chansons, mais c'est presque superflu. Je la fais, non pas pour faire beau, ça ne veut rien dire, mais pour être vraiment vrai, ce que je ressens, c'est-à-dire, je fais chanter l'identité de mon peuple tout en portant ma voix. C'est désormais votre instant incontournable, c'est un artiste incontournable de l'île Corse. Nous sommes allés à la rencontre de Pido. Il a débuté comme humoriste, aujourd'hui il est acteur, notamment pour la télévision, avec la série Mafiosa, produite par Canal+. On l'a rencontré chez lui, à Bastia, sur le Vieux-Port. Pido, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Culture T, spécial Corse. Je crois que tu es originaire d'ici, hein? Oui, en fait, bon, je suis né à Bastia, j'ai grandi à Bastia, mais je suis originaire de Castaniche, un coin un peu plus vers le centre, on va dire, quoi. D'accord, un petit peu plus éloigné. Oui. Tu vis encore ici? Je vis toujours ici, je résiste, hein. Ouais. D'ailleurs, mon agent me dit, Eric, il faut que tu montes à Paris, là, parce que c'est compliqué pour moi, on a plein de... Et puis, il est fou, mon agent, en fait. Il faut que je monte à Paris. Non, on est bien là, non? Le soleil, même s'il y a un peu de vent. Oui, il y a du vent, c'est vrai. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est un cadre assez exceptionnel. Tu te souviens de tes premiers débuts liés à l'art, à la culture, ce qui t'a donné envie de te mettre en avant sur la scène? Alors moi, j'étais pas du tout attiré par ça, hein. Et j'avais un ami qui, lui, depuis tout petit, voulait être comédien. Et quand on s'est retrouvé à la fac sur le continent, à Aix-en-Provence, c'est lui qui m'a amené vers là, mais franchement, ça ne m'attirait pas plus que ça, quoi. Et ça s'est fait petit à petit. J'ai pas eu une vraie démarche de dire je me lance à fond. Ça s'est fait petit à petit. Mais en même temps, il faut avoir une certaine... allez, ne pas être trop timide pour aller sur scène, pour se mettre en avant. Ça, tu l'avais déjà ou... Non, parce que moi, en fait, ça peut paraître bizarre, mais je suis au départ un timide. Non, je sais, les gens ne me croient pas trop quand je dis ça, mais je suis plutôt timide. Mais comme tous les timides, on a 10 fois plus de choses à dire. Et après, dans un contexte où c'est le rôle et le métier de la personne que de s'exprimer, on oublie un peu cette timidité, parce que le camarade est aussi timide, mais bon, c'est le boulot, on y va. Et on se désinhibe un peu, quoi. Et ça fait du bien, parce que les vrais timides souffrent, hein, de leur timidité. Bon, ça suffit, les débiles! Je vous conseille de vous servir de la baïonnette quand les ennemis vont arriver. Ah, mais je crois pas. Et celui-là, qu'est-ce qu'il y a? C'est un bataillon de malades! Ça a beaucoup commencé par l'humour. L'humour, c'était pour toi, face à un public, comme tu le disais, une sorte de thérapie pour oublier un petit peu la timidité. Et puis j'imagine que ça t'a beaucoup apporté en plus. C'était même une arnaque pour moi. C'est-à-dire que c'était un masque, quoi. Si je fais le con et que les gens rient, jamais ils vont se douter que je suis timide. Et du coup, j'aurais pas honte qu'ils le découvrent. Ça va jusque-là, quoi. Une grosse psychothérapie quand même. Mais l'humour, en plus, ça me vient naturellement, quoi. Je sais pas, dès que je vois quelque chose, j'essaie de le traduire d'une manière comique parce que je trouve que c'est beau de mettre de l'humour dans la vie, quoi. On a assez de problèmes comme ça. Ça me vient naturellement. Dis-moi, Ange, tu n'as pas un peu d'eau de vie de chez nous? Tu en as? C'est toi qui l'as fait? Ah, merci. Tu as le sentiment que tu as créé une sorte d'humour corse, justement, qui s'est ensuite qui est allé dans toute la France. C'est un humour qui existait déjà avant. Toi, tu avais des repères, des gens que tu connaissais dans cet univers? Je ne pense pas que ni mon camarade et moi, parce qu'on était en duo à l'époque, on ait inventé quelque chose, hein. On n'a fait que le monter sur scène, ce qu'on trouvait dans la rue. Le quotidien dans nos sociétés, c'est déjà du théâtre, quoi. Les gens exagèrent tout. Et donc on ne l'a pas inventé, on l'a juste amené sur scène, mais d'autres l'ont fait avant nous. Je pense notamment à un mec qui s'appelle Dominique Maranin, alias Théâtre Mascone. Lui, il a vraiment ouvert la voie. Nous, on n'a fait que suivre. Pido, dans beaucoup de
tes sketchs quand même humoristiques, tu tapes beaucoup sur les Parisiens. Je crois que c'est commun à tout le monde, on se moque des autres, hein, c'est toujours pareil. Mais ceci dit, si on regarde bien le spectacle, je fais pas mal d'autodérision. Après, c'est plus amusant quand on se moque des défauts des autres, hein, c'est sûr. C'est plus facile à faire. L'humour, ça va continuer pour toi, même si, et on va en parler, tu as une autre actualité, à la fois mafiosa, des apparitions au cinéma. Tu vas continuer quand même l'humour? J'ai pas un programme. Ce que je sais, c'est que pour faire de l'humour, à savoir donc écrire, répéter et jouer un spectacle, il me faut beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ce que je n'ai pas ces temps-ci. Je joue d'autres cartes parce qu'il y a des opportunités, donc je les joue. Ça commence déjà à me manquer. À un moment donné, il va falloir dire, bon, stop les opportunités, je retourne à ce qui me plaît le plus. Ouais. Pido, depuis quelques temps, il y a une très belle aventure avec Canal+, c'est la série Mafiosa. J'imagine que c'était une évidence pour toi de participer à cette nouvelle série. Ouais, oui, c'était évident. Enfin, il y avait une série qui se tournait sur la Corse. Pour moi, c'était. J'ai dit, si j'ai ma place, c'est bien là-dedans, quoi. Mais ça s'est pas fait comme ça. Hein. La première saison, on m'a juste proposé un rôle. Il n'était pas intéressant, je l'ai refusé d'ailleurs. Il prenait pas beaucoup de Corse dans la première saison. Les scénarios étaient en plus très moyens. C'est à partir de la seconde saison, avec l'arrivée d'Éric Rochant et Pierre Letch, qui est aujourd'hui réalisateur, mais à l'époque il était co-scénariste, que là j'ai vraiment eu envie. Mais ça ne s'est pas passé si naturellement que ça. Hein. J'ai galéré pour obtenir le rôle. Aujourd'hui je suis vraiment content de cette aventure parce que jamais on m'a donné un rôle aussi important. Parce qu'en plus dans une série c'est mieux que dans un film au cinéma, parce qu'on a beaucoup plus de scènes à jouer, évidemment c'est plus long. Donc on va vraiment au bout de la vie du personnage. C'était avec le rôle de Napoléon que j'ai joué pour les Russes, mon rôle le plus important. Ouais. Passer de l'humour à mafiosa, c'était évident? Non, c'est pas évident pour le spectateur surtout. Pour moi, comédien, c'est beaucoup plus facile de jouer du dramatique. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile que l'humour. L'humour est à mon goût quelque chose de très compliqué, vraiment qui demande de l'énergie, de la précision, du tempo, et d'autant plus l'humour quand on est en one-man show. Alors là, moi je ne connais pas quelque chose de plus difficile avec ma façon d'aborder les choses. Donc passer au dramatique, c'était plus facile pour moi. Maintenant, les gens qui me connaissaient ont eu un temps d'adaptation. Et ceux qui ne me connaissaient pas en tant que comique, eux, ils ont eu le problème inverse. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit, vous ne pourrez jamais faire de comédie dans votre vie. J'ai dit, ah, si vous saviez, en fait, au départ, je suis comique. Toutes ces belles aventures, ça te donne envie d'explorer d'autres choses dans les années qui viennent. Tu m'as dit, tu ne fais pas de plan, ouais. Mais tu as des envies, j'imagine. Ouais, moi, je me suis pris au jeu. C'est pas un truc que je voulais faire, mais c'est quand même un métier agréable. Je sais pas, j'ai dit, hey, j'ai envie de jouer des trucs, mais j'ai pas d'idée précise, quoi. Ça se fait au fur et à mesure, comme ça. Je ne me prends pas la tête là-dessus, quoi. Je n'ai pas un plan de carrière, voilà. Mais j'aimerais que ça continue parce que c'est plaisant. Bon, Pido, merci à toi. Les gars, merci à vous. Hein. Pour le soleil. Ouais. Et bon. Un peu de vent. Hein. Un peu de vent. Vous arrivez, on est en transition, on est en train d'installer le beau temps, on n'a pas encore fini. C'est la tempête mafiosa. C'est ça. Mais vous allez voir, là, vous allez finir l'interview avec moi, ça va se gâter. Hein. Bon, merci à toi. Ciao. All set? Let's go. On quitte l'humour de Pido et on quitte Bastia, direction maintenant le sud de la Corse. Jérôme Ferrari, il vit aujourd'hui à Abu Dhabi, mais il revient de temps en temps à Paris. On l'a rencontré et nous évoque évidemment son dernier ouvrage qui se déroule en Corse et qui lui a permis d'obtenir le prix Goncourt en 2012. Alors moi je suis né à Paris, je suis resté jusqu'à mes 20 ans à Vitry-sur-Seine, jusqu'à ce que je finisse mes études. Et j'ai eu un ancrage familial immédiat en Corse, on allait passer toutes les vacances, mais vraiment toutes, hiver, été, les grandes, les petites, au village. Et voilà, donc le lien que j'ai avec la Corse, il a mon âge. Alors, mon village s'appelle Fozzano, il est à 15 km de Propriano, donc qui n'est pas non plus Manhattan, hein, c'est pas une très grande ville, c'est le golfe qui est au sud d'Ajaccio. L'âme est assez visible. Bon, c'est cette beauté pérenne comme ça, c'est aussi le signe d'une absence complète de développement économique pendant 100 ans, mais d'un point de vue esthétique, c'est plutôt une réussite. C'est trop abstrait de dire que la Corse c'est un personnage à part entière. Par contre, elle est autre chose qu'un décor, enfin j'espère.
Et l'histoire qui s'y passe, elle est entièrement conditionnée par la connaissance que j'en ai et les comportements humains qui sont des comportements que je connais très bien, que ce sont même ceux que je connais le mieux. Et voilà, donc c'est une histoire corse. J'espère qu'évidemment, elle n'est pas faite pour être une histoire corse, une histoire régionale. Mais comme toutes les histoires, elle est ancrée quelque part, et, ailleurs que dans un décor en tout cas. Une partie non négligeable du roman se passe dans un bar qui a un fonctionnement qui est particulièrement propre à la fois à toutes les régions qui vivent du tourisme, mais aussi plus spécialement à la Corse. C'est un bar de moyenne montagne dans lequel on va trouver des gens qui sont agriculteurs, d'autres qui viennent passer des vacances. Enfin, c'est un melting pot social et d'origine qui est intéressant et qui est pour moi comme un petit monde, et comme c'est le thème du roman, c'était bien de prendre un bar pour ça. Moi, c'est mon septième roman. Je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit dans la manière d'écrire. Donc la seule chose que ça m'apporte, c'est vraiment des choses positives et puis un agenda un peu plus chargé que d'habitude. Voilà. Je ne vois pas comment il pourrait être autrement. Ce n'est pas un principe de ma part. Là, le prochain roman auquel je pense, il n'y aura pas de présence particulière de la Corse, je pense. Mais de toute façon, ça a vraiment été pour moi une source. Il n'y a rien de militant là-dedans. Il se trouve que de fait, c'est ma source d'inspiration principale et que c'est comme ça. All set? Let's go. Vous le savez, le socle scénaristique de votre émission Culture T, c'est d'être le plus hétéroclite possible. Une soprano, un humoriste, un écrivain, c'est désormais un peintre que je vous propose de rencontrer. C'est le deuxième incontournable de ce Culture T en Corse. Nous sommes allés à Ajaccio à la rencontre de Pierre Farrell. Pierre, bonjour. Merci de nous accueillir dans ton atelier pour ce Culture T. Qu'est-ce que représente la Corse aujourd'hui pour toi? Ma vie. Ma vie, parce que ma vie, même si je ne suis pas né en Corse, je suis arrivé en Corse assez jeune. Mon grand-père maternel a des origines corses et quelque part, le fait de vivre en Corse et de travailler, de pouvoir être artiste en Corse, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde. Et c'est vrai que si j'ai la possibilité de partir souvent faire des expos, je suis toujours heureux de revenir chez moi, quoi. Donc la Corse finalement t'inspire directement dans ta créativité? Elle m'inspire dans ma vie, donc tout ce qui est, moi j'ai besoin de tout ce qui est vivant, de tous les flashs de vie pour pouvoir les retranscrire sur mes toiles. Donc on a une vie assez agréable en Corse et j'ai beaucoup d'amis, donc c'est vrai que je pense que tout ça contribue au fait que je puisse travailler pleinement ici. Mais toi, tes premiers souvenirs, évidemment, quand on est enfant, on dessine, hein, c'est la première base des enfants. Avant d'écrire, ils savent dessiner. Mais toi, tes plus lointains souvenirs liés au dessin, à la peinture, c'est quoi? Alors, les plus lointains souvenirs, ils se confondent un petit peu avec ma plus tendre enfance, hein, parce que tout petit, je dessinais, tout le temps. Donc, je me rappelle, c'est drôle parce qu'on faisait des dessins, il y avait toujours un psychologue qui regardait les dessins et il avait été étonné parce que j'avais fait un personnage comme moi je le voyais, avec les bras, les jambes, je devais avoir, je sais pas moi, 4-5 ans. Et il m'avait convoqué en me disant, enfin il avait convoqué ma mère en disant, mais c'est marrant parce que ce dessin quand même, il est vachement bien fait, ce gamin, il est fait pour ça. Et j'ai toujours dessiné et tout de suite, dès que j'ai pu, à l'époque c'était le jeudi après-midi, aller prendre des cours, je suis parti aux Beaux-Arts. Voilà. Par rapport à ton style, à ta créativité,
Alors aujourd'hui, on voit ce qu'il est, hein. Beaucoup de personnages, il y a des couleurs que tu utilises qui sont reconnaissables tout de suite. Et puis évidemment, beaucoup de gens qui découvrent là, ton œuvre à travers ces images peuvent se dire « Ah, il y a ces visages aussi ». Comme ça, sans regard, sans détail, sans bouche, etc. Ça fait longtemps que tu l'as eu, ce style, le style Pierre Farel qui existe aujourd'hui? Ça fait 20 ans, à peu près. 20 ans. Forcément, au départ, on se cherche un petit peu, mais je pense que le plus dur pour un artiste, c'est d'arriver à trouver une signature. Quand je dis une signature, ce n'est pas la signature de l'artiste, c'est la signature de son travail. C'est que peu importe si les gens disent « ça me plaît pas », l'essentiel, c'est d'interpeller le public. Quand on va au Japon, en Amérique, à Londres ou à Paris et qu'on voit une peinture, on dit « tiens, ça c'était l'artiste ». À ce moment-là, ça veut dire quelque part, l'artiste, il a gagné un petit peu quelque chose. Voilà. Tu aimes beaucoup les personnages, c'est vraiment ton domaine de prédilection aujourd'hui dans ta peinture. Tu aimes avant tout donner vie à ces personnages sur la toile? Oui, ouais, j'ai besoin de ça. D'ailleurs, quand je suis dans une exposition et que je reviens à l'atelier vide, je suis perdu parce qu'il faut que j'en commence plein pour avoir plein de personnages autour de moi, pour me sentir bien et pour pouvoir avoir d'autres tableaux. C'est une vraie famille de peinture que tu crées autour de toi? C'est une histoire. Moi, je ne cherche pas à faire quoi que ce soit. Moi, c'est mon histoire à moi, ma peinture à moi. Mais c'est vrai que c'est des histoires que je rencontre. C'est pas toujours, malgré ce qu'on peut penser, les mêmes personnages. C'est des situations, c'est des flashs de vie. Voilà, c'est comme ça. Tu as quand même des couleurs de prédilection. Oui. Ça, c'est venu comme ça ou ça change de temps en temps? Est-ce qu'il y a une période en ce moment pour ces couleurs-là? Non, c'est vrai que j'ai une couleur de peau un peu, on va dire, un petit peu plus allée. Enfin, c'est plus des gens du Sud que des Suédois. Donc, bon. Mais parce que ça correspond aussi à la musique, ça correspond à plein d'ambiances et peut-être sûrement aussi au soleil de la Corse. Donc voilà, tout est fait pour que cette histoire-là soit écrite comme ça, quoi. On est ici dans ton atelier. Quel plaisir tu as? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu peins? Disons que ce qui est terrible, quelque part, c'est que, comme je pense beaucoup d'artistes dans d'autres domaines, comme le théâtre ou la musique, j'ai besoin d'avoir la pression pour avoir la création. Donc j'ai tendance à me laisser un peu vivre. Mais si je sais que j'ai des dates d'expo qui se rapprochent, là par exemple j'ai Paris fin mai, quand j'ai des dates qui se rapprochent, là j'ai la pression et je peux passer des fois une semaine à l'atelier et dormir à l'atelier, ne plus sortir, parce que je suis dedans à fond. Et quand je suis dedans à fond, je ne me pose aucune question, ça sort comme ça. Et je pense que quand on fait de la musique ou qu'on écrit, c'est pareil. C'est très dur d'écrire une fois de temps en temps. Il y a des périodes où quand on écrit beaucoup. Alors tu le disais, exposition à Paris, exposition ou en tout cas à l'étranger. Ce côté sans frontières, il est venu assez rapidement lorsque tu es devenu peintre et en tout cas reconnu? Oui, j'ai eu la chance de pouvoir exposer dans des grandes foires d'art contemporain. Ça se fait un peu moins maintenant, mais à l'époque c'était en Chine, à Hong Kong, à New York, à Berlin, et chaque année on refaisait ça. Ça m'a fait connaître un tas d'artistes dans tous ces pays-là avec qui j'ai toujours des relations maintenant. Et petit à petit, ça crée un circuit de personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer quand on est chez soi. De toute façon, chaque fois je le dis aux artistes corses, sortez, bougez. Vous vivez en Corse, vous travaillez en Corse, il ne suffit pas de faire ça pour exposer aussi que en Corse. Il faut exposer ailleurs, parce que sinon ça ne sert à rien. À un moment donné, il faut montrer ce qu'on fait ailleurs pour pouvoir, après, quelque part, être reconnu en Corse. Bon Pierre, merci à toi. Merci de nous avoir accueillis. C'était un grand plaisir d'être avec vous. Dans ton atelier. Nous, on va se quitter quelques instants. On va rester dans l'univers graphique. On va passer de la peinture à la bande dessinée. On va passer d'Ajaccio à Bastia. Il y a un des plus beaux festivals de bande dessinée de France qui se déroule à Bastia chaque année. On y est allé, évidemment, et on a rencontré des artistes exceptionnels. C'est parti. All set? Let's go. Le festival bande dessinée de Bastia est devenu au fur et à mesure des années une référence dans le domaine de la bande dessinée. Cette 20e édition a rassemblé une nouvelle fois des auteurs d'exception, quelle que soit leur génération ou le style de BD qu'ils abordent. Ils ont fait de cet anniversaire une très belle réussite. Parmi les vieux habitués, on peut citer Jacques Ferrandez, véritable amoureux de la Méditerranée. Il nous revient avec un ouvrage brillant, émouvant, l'adaptation du chef-d'œuvre d'Albert Camus, L'étranger. En fait, c'était à la suite de L'Hôte, qui est une nouvelle que j'avais adaptée il y a 3 ans, une nouvelle beaucoup plus courte. Comme ça s'est très bien passé avec Gallimard, la nouvelle a été, donc, je crois qu'on était à la 5e réédition, donc Gallimard m'a dit, bon ben,
ça serait pas mal de penser peut-être à un autre texte de Camus. Et là, bon, j'avais 2 textes possibles. Il y avait soit Le Premier Homme, qui est le magnifique livre posthume d'Albert Camus, soit L'Étranger, qui est vraiment le classique par excellence. Mais c'est un livre, disons, que je visualise à chaque fois que je le lis, parce que je connais les lieux. Hein. Tout se passe à Alger, dans les environs. Bon, il y a cette ambiance que j'ai déjà beaucoup décrite dans les Carnets d'Orient. Avec cette lumière, la mer, le soleil, etc. Donc c'est parti un petit peu comme ça, mais à la limite, je ne me suis pas trop interrogé sur la pertinence du projet, sinon je pense que je ne l'aurais pas fait. Parce que c'est vrai que s'attaquer à un monument pareil, ça peut être extrêmement inhibant. De Jacques Ferrandez à Bastien Vivès, il y a un saut de génération et de style. Autant Jacques Ferrandez développe un style classique, autant Bastien Vivès utilise avec ses co-auteurs les derniers outils technologiques pour une nouvelle aventure intitulée Last Man. Last Man, ça part sur une envie de faire un gros shonen d'aventure. J'en parle avec mon pote Balak, avec qui on commence à partir sur quelques pistes et tout ça. Et puis ensuite, Michael Sans-Laville nous rejoint direct. On se retrouve 3 anciens potes des Gobelins et on commence à envoyer des chapitres et on commence à écrire un peu l'histoire et on en parle à Casterman, il nous lance le feu vert et puis on se retrouve sur Last Man, gros shonen à série manga, quoi. En gros, moi ce qui m'inspirait c'était surtout le format manga. C'était l'idée d'avoir ce côté feuilleton, c'était le fait de retrouver les personnages sur plusieurs tomes et je trouve que le format manga dans la bande dessinée actuelle, il est hyper intéressant parce que pour des gens qui ont envie de consommer de la BD, de consommer de la page et être portés par une histoire longue, bah, c'est le format idéal. Après le manga, moi j'en ai pas trop lu quand j'étais petit. Je me suis beaucoup rattrapé quand j'étais en école d'animation. Et donc c'est un mix entre du manga, tout le blockbuster années 80-90, tous les animés qui sont sortis dans les années 80-90 aussi. Et donc on a essayé vraiment d'avoir un côté action, aventure, fun et beaucoup d'émotions dans les personnages et dans leurs relations. Il a été l'un des grands témoins de cette édition 2013. Marc-Antoine Mathieu connaît bien Bastia. C'est dans le musée situé au cœur de l'ancienne citadelle qu'il avait installé une exposition consacrée à son œuvre et à son dernier ouvrage, où il refait vivre l'un de ses personnages des plus atypiques, Julius Corentin Arquefac. Ah oui, c'est un personnage qui est venu tout seul en fait. C'est pas un personnage que j'ai dû travailler. Ça fait partie de ces personnages qui viennent un petit peu en écriture automatique. Pour la bonne et simple raison que ce n'est pas vraiment un personnage en fait. C'est plutôt un masque. Hein. Julius est un personnage creux avec des grosses lunettes. On verra jamais ses yeux. Donc il joue plutôt le rôle de passeur du regard en fait. Hein. Étant donné que c'est un masque, du coup le lecteur se met à sa place, pour mieux être immergé dans les systèmes que je dépeins. Donc en fait, Julius, il a certainement des points communs avec moi et certainement aussi, il évolue dans des mondes qui ont certainement quelque chose à voir avec la réalité telle que je l'entends ou telle que je la sens intuitivement. Mais ça se définit justement à travers les bandes dessinées et les récits que je fais. Ça ne peut pas se traduire par une analyse comme ça, un peu au débeauté, quoi. Cette 20e édition est terminée, elle aura mis à l'honneur une nouvelle fois la diversité du 9e art. Vivement l'édition 2014. All set? Let's go. C'est la fin de votre émission Culture T ici en Corse. On y reviendra bien sûr pour d'autres aventures. Merci à tous ces artistes qui nous ont accueillis très souvent chez eux ou dans leur atelier. Merci aux équipes du Blue Radisson d'Ajaccio de nous avoir permis de tourner les plateaux de cette émission. Les rendez-vous de Culture T, c'est sur mon profil Facebook et celui de Public Sénat. Et tous les vendredis matins, mes chroniques coup de cœur bande dessinée dans le quotidien Métro et sur téléloisirs.fr. Merci à tous et puis à très bientôt pour d'autres aventures dans Culture T.